Ce sur quoi on va travailler aujourd'hui, ça sera l'accord des noms composés, la suite de ce chapitre portant sur les accords, l'accord des noms composés. Donc pour ces accords de noms composés, on va procéder d'une façon un peu différente de celle qu'on a déjà adoptée, je dirais, pour les autres accords. C'est-à-dire on procédera plutôt par classe grammaticale, comme vous allez pouvoir le constater. Bon, d'abord, je vous donne les fiches de cette activité, c'est-à-dire, ce sont des fiches d'exercice, principalement, avec des occurrences de noms composés. Bonjour. Très bien. Donc, ces fiches comportent des occurrences de noms composés. Attendez, qu'est-ce que je vous ai donné? Les noms composés, n'est-ce pas? Vous en faut encore deux? Donc, il y a deux pages. Oui, en recto verso. Quatre. J'essaye de faire vite, mais bon. Merci. Donc, voilà pour ces exercices d'application qui portent sur les accords des noms composés. On va commencer par la première combinaison de classes grammaticales. Bon, vu que ce sont des noms composés, donc ils comportent, bien sûr, ils ne comportent pas nécessairement des noms, ils comportent des mots qui appartiennent à certaines classes grammaticales, et c'est en fonction justement de ces classes grammaticales que l'accord va se réguler, qu'il va y avoir accord ou absence d'accord. C'est en fonction a priori de ces classes grammaticales et de certains critères de sens, sémantique, certains critères stylistiques parfois. On va voir ça ensemble. Donc, première combinaison de classes grammaticales, nom plus un autre nom. C'est peut-être la combinaison de mots la plus commune quand il est question de noms composés. Donc, observez un peu les deux premiers noms. Les deux premiers noms composés. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, on va simplement mettre ces noms au pluriel. C'est la consigne. Et justifier à chaque fois l'accord ou l'absence d'accord. Bon. D'abord, vous avez les deux noms composés, un chou-fleur, puis une phrase de Madame Bovary. Il y a dans le seau de loup, parmi les herbes, de longs roseaux à feuilles coupantes. Donc, seau de loup, c'est le nom composé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, on commence par le premier, à savoir un chou-fleur. Bon, vous allez remarquer, bien sûr, que j'ai choisi, pour la plupart des exemples, des noms composés qui sont très courants. J'ai fait cela exprès. Il y a peu de noms composés qui sont finalement recherchés. J'ai fait cela exprès, c'est pour justement vous familiariser davantage avec ces règles d'accord, parce que moi je sais qu'on a tendance, pour les noms composés, à les utiliser surtout au singulier, mais il faut aussi connaître ces accords. Donc alors, dites-moi, pour les deux premiers, que vous dit votre intuition linguistique, pour ainsi dire? Donc, comment est-ce qu'on le met au pluriel? Et si possible, pourquoi? Bon, il y a des cas où l'accord ne pose absolument pas aucun problème, mais bon, pour la combinaison non plus non, il faut un peu réfléchir un petit peu avant que de proposer un accord. Oui, donc quelle serait votre oui,
Premier réflexe, oui. Pardon? X, Hou et fleur, qu'est-ce que vous en faites? Il reste invariable, c'est ça? Bon, bon je vais tout de suite formuler une règle un peu rapidement, mais cette règle, bon, elle comporte aussi des... Il y a aussi des exceptions, naturellement. Donc, lorsqu'on a non plus non, et que le deuxième nom ne complète pas le premier, que le deuxième nom ne complète pas le premier. Donc, en quelque sorte, sur le plan sémantique, par rapport au sens, on a deux entités. Un nom, nom 1, plus nom 2, deux entités qui sont en quelque sorte séparées et qui forment un seul nom. C'est cela l'explication sémantique. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Les deux noms s'accordent. C'est-à-dire, Chou prend un X, Fleur prend un S, n'est-ce pas? Mais par contre, pour le deuxième, un saut de loup, il y a quand même une différence assez criante entre ce nom composé et le premier. C'est quoi la différence? Déjà sur le plan, je dirais, enfin même visuel, enfin orthographique, c'est quoi la différence? Trois quoi? Trois éléments. Oui, mais parfois on peut avoir quand même des noms composés à trois éléments. Mais quelle est la petite particule qui s'ajoute, le petit mot qui s'ajoute ici? Le 2, la préposition 2. Donc, quel est le rôle de cette préposition 2? Quelle est sa fonction? Oui, il est vrai que ça complète le nom. Bon, complément du nom, on peut dire aussi c'est oui, etc., même si ce n'est pas tout à fait correct, parce que complément du nom, ça suppose qu'il y a un nom, plus un complément. Bon, bref, mais c'est cette logique-là. C'est-à-dire, on a le deuxième nom qui complète le premier. Qui complète le premier avec deux. Des sauts, deux loups. Donc, ce qu'on pourrait comparer, bien sûr, à un COI, un complément d'objet indirect. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Lorsque le deuxième nom complète le premier s'accorde, le deuxième reste invariable. C'est-à-dire, So prend un S, Lou ne prend pas de S. Il y a aussi une autre explication. Bon, je vais bien sûr noter tout cela par la suite. Il y a aussi une autre explication à cela, hors le fait que, c'est-à-dire le deuxième complète le premier. Une explication d'ordre sémantique, que je vous demanderai de retenir parce qu'elle va vous être très utile, justement pour la classe, par exemple, le verbe plus non par la suite. Bon, c'est quoi ce critère sémantique maintenant? Le premier nom a un sens, ce qu'on appelle un sens spécifique. Il est de sens spécifique. Spécifique. Qu'est-ce que c'est un sens spécifique? C'est-à-dire un objet, bon, ou quelque chose, une entité qui est reproductible dans la réalité, dont il existe plusieurs échantillons ou exemplaires dans la réalité. Par exemple, si vous dites un stylo ou un marqueur, etc. Dans la réalité, il n'y a pas qu'un seul stylo, qu'un seul marqueur, il y en a plusieurs. Donc ça s'appelle un mot à sens spécifique. Spécifique. Par opposition à ce qu'on appelle dans la sémantique un mot à sens, on ne dit pas général, on dit plutôt générique. Spécifique et générique. Bon, ça correspond un peu à général, qui a un sens général, générique. Par exemple, pour saut de loup, bon, on peut évidemment, enfin, pour dire la chose d'une façon un peu simpliste, saut de loup, ça permet de sauter pas qu'une seule fois, mais plusieurs. Loup, c'est le loup en général. C'est un mot qui a un caractère un peu abstrait et qui est de sens générique. Est-ce que c'est bien clair a priori? Les mots à sens spécifique et générique, oui. C'est loup. Le mot qui a, oui, la question porte sur le mot qui a un sens générique. Donc c'est le mot loup. Saut de loup, c'est le loup en général. Mais ici, on ne représente pas vraiment le loup. C'est plutôt quelque chose d'abstrait. Donc ici, on a un sens générique pour loup, un sens spécifique pour saut. C'est toujours le cas lorsque un nom complète un autre. Le premier nom a un sens spécifique et donc s'accorde. Le deuxième nom a un sens générique et donc ne s'accorde pas. Cette règle, enfin, vous pouvez l'appliquer aussi même quand il ne s'agit pas de noms composés. Par exemple, une salle de classe, des salles de classe. Pourquoi vous mettez S à salle et vous ne mettez pas S à classe? Parce que c'est la classe. C'est la salle où on a cours, enfin, salle de classe. Donc, classe a un sens générique, alors que salle, il y a évidemment plusieurs salles, il n'y a pas qu'une seule salle. Fort heureusement. Donc, des salles, une salle, donc ça prend un S, parce qu'il s'agit d'un sens spécifique.
Donc, vous voyez bien la différence, j'espère, entre les deux. Donc, deux critères. Lorsque le deuxième nom complète le premier, un critère de sens sémantique et un critère grammatical. Donc, je vais noter cela d'abord parce que c'est la règle principale qui régit l'accord de ces classes grammaticales. Donc, un chou-fleur prend tout simplement la marque du pluriel partout, X, S. Bon, sur le plan sémantique, nous avons deux entités, parfois aussi deux objets, comme ici. Deux objets, c'est-à-dire 1 plus 2. 1, ensuite 2. Donc c'est ce qui explique a priori l'accord. Bon, ce n'est pas le cas pour un seau de loup. Donc nous avons la préposition 2 justement. Donc le deuxième nom, loup, complète le premier seau. Le deuxième nom. Loup complète le premier qui est seau. Donc là, c'est l'explication bien sûr grammaticale. Donc, ensuite, deuxième explication d'ordre sémantique par rapport au sens. Le premier nom, seau, a un sens ou est de sens spécifique, alors que le deuxième est de sens générique. Je vais bien sûr vous proposer d'autres exemples, ça va être encore plus clair, je pense. Donc, deuxième explication, le premier nom, c'est-à-dire bien sûr seau, est de sens spécifique, c'est comme ça qu'on dit dans la sémantique. Parfois on dit connotation, une connotation. Bon, je vais peut-être vous poster un petit quelque chose sur la connotation et la dénotation. Ce sont des mécanismes vraiment essentiels de la langue et surtout de la sémantique. Donc, mais bon, bref, ce qu'il faut retenir a priori, c'est que le premier nom est de sens spécifique, spécifique, c'est-à-dire un objet ou quelque chose qui est reproductible dans la réalité, qu'on peut reproduire. C'est comme par exemple cette fiche. C'est un mot de sens spécifique. Il en existe plusieurs exemplaires, enfin plusieurs photocopies, etc. Donc, elle est de sens spécifique. Donc, objet bien sûr en général au sens large, grammatical et linguistique, ce n'est pas forcément un objet inanimé, mais un objet au sens large. Donc, objet reproductible dans la réalité. Objet reproductible dans la réalité. Alors que le deuxième nom, c'est-à-dire loup, c'est le loup. Donc, alors que le deuxième nom, donc, est plutôt de sens générique, ce qui fait qu'il reste invariable. C'est le loup. C'est comme si on avait utilisé un article défini en fait. Le loup, la, etc. Alors qu'au premier, c'est plutôt des sauts. C'est plutôt le sens de l'article défini. Donc voilà, c'est ça finalement la différence. Donc l'accord ici, c'est bien sûr des sauts de loup. Donc saut prend un S, loup pas de S, suivant cette logique. Voilà, donc le deuxième nom, loup, complète le premier saut. Le premier nom, à savoir saut, est de sens spécifique, objet reproductible dans la réalité, alors que le deuxième nom est de sens générique, c'est le loup. Donc oui, avec vos camarades, j'ai évoqué cette question en la transposant aussi dans la littérature, spécialement dans la littérature du 19e siècle. Par exemple, dans un roman tel que Madame Bovary, vous avez vraiment cette invasion d'objets. C'est un roman qui est rempli d'objets finalement. La casquette de Charles Bovary, la pièce montée d'Emma, les objets qui sont dans la pharmacie du pharmacien Homais, le fameux Capharnaüm, etc. Donc tout cela. Donc ces objets existent aussi dans tous les romans de Flaubert, de Zola aussi. Si vous lisez un roman tel que Le ventre de Paris, vous avez d'énormes paragraphes
dans lesquels il y a des descriptions d'objets, hein, de nourriture, etc. Donc au XIXe siècle, les objets commencent à envahir le roman, à avoir un sens particulier. Donc il y a, par exemple, ce critique, hein, Claude Duché, qui a écrit sur cela, qui a écrit sur le sens des objets dans Madame Bovary. Par exemple, hein, pour ne citer que lui. C'est une thématique qui a beaucoup intéressé la critique. Pour transposer ça dans la littérature, hein, c'est la thématique des objets, justement. Bon, quand vous aurez fini de prendre note, observez un peu les deux noms composés qui suivent, qui sont courants, hein, communs. Arc-en-ciel et chef-d'œuvre. Oui, suivant cette même logique. Oui? Voilà, justement, là c'est encore plus clair, je pense, oui. Arc-en-ciel, donc, qui comporte justement plusieurs arcs. Donc. Et puis, pour ciel, c'est le ciel en général. Hein. C'est le ciel en général, donc c'est un nom à sens générique, n'est-ce pas? Le premier, il est de sens spécifique. Donc arc prend un S, ciel ne prend pas de S. Même chose, mais exactement la même chose que pour saut de loup. Hein. Ici, nous avons en qui permet d'assurer justement la liaison entre les deux noms. Hein. Donc le pronom ou parfois l'adverbe en. Donc, bref, donc, sur le même modèle, vous avez bien sûr des arcs en ciel, ciel, un seul ciel évidemment, arc, plusieurs arcs. Donc voilà la même logique, sens spécifique, sens générique. Et pour chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Alors, comment est-ce que vous le mettez au pluriel? Oui, bien sûr, ici, pour le sens générique et spécifique, on pourrait avoir quelques, quelques interrogations sur le sens du mot chef ici, hein, qui ne signifie pas chef, bien entendu. C'est la tête, même au sens métaphorique. Hein. Ça vient de caput, du latin caput. En ancien français, vous avez chief, c'est la tête. Donc, chef-d'œuvre, c'est ce qui est considéré comme étant le plus important hein, dans l'œuvre d'un écrivain ou d'un artiste, etc. Hein, n'est-ce pas? Donc, chef, ça correspond à tête. Hein. Donc ici, comment vous l'accordez? Vous avez toujours le 2, mais qui est bien sûr élidé avec une apostrophe. Donc, comment vous le mettez au pluriel? Rien de vraiment exceptionnel. Hein, c'est chef-d'œuvre. Chef prend un S et œuvre, oui. Oui, chef, pardon. Donc, chef prend un S et œuvre reste invariable parce que c'est l'œuvre en général. Hein. Par exemple, Madame Bovary est le chef-d'œuvre de Flaubert. Chef-d'œuvre de Flaubert, c'est-à-dire par rapport à toute son œuvre, hein, en général. Donc, œuvre a un sens, bien sûr, générique. Hein. Chef, le mot chef, pris au sens un peu étymologique, a un sens spécifique parce que ça désigne justement la partie d'une œuvre. Madame Bovary, ce n'est pas toute l'œuvre de Flaubert, c'est juste une partie de son œuvre. Donc, chef-d'œuvre, partie plus le tout, sens spécifique, sens générique. Le premier nom s'accorde, le deuxième reste invariable. En plus, hein, vous avez le critère grammatical, vous avez le 2 qui est élidé, ce qui fait que le deuxième nom complète le premier. Est-ce que c'est assez clair pour vous? Hein. Donc, chef-d'œuvre, même remarque, donc c'est comme arc-en-ciel, saut de loup, etc. Même justification. Donc, des chefs-d'œuvre, S, invariable, spécifique, générique. Le deuxième nom
complète le premier. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Le nom composé suivant suit un peu la même logique, mais mérite quand même quelques remarques. Mérite de prendre, enfin, qu'on prenne quelques notes. Un nom vraiment très, très courant, mais dont l'accord, justement, fait poser quelques questions. Une station-service. A priori, un nom composé, enfin, qui est tout ce qu'il y a de plus simple, mais seulement au niveau de l'accord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Et service? Ne prends pas de S, oui, c'est tout à fait ça, oui. Bien. Est-ce que vous pouvez me justifier cet accord? C'est le service en général. Il y a plusieurs stations, donc sens spécifique, sens générique. Mais oui, il faut aussi que le deuxième nom complète le premier, n'oubliez pas. Est-ce que ici le deuxième nom complète le premier ou non? Oui, il le complète, mais il y a seulement la technique qu'on a déjà vue quand on a abordé ensemble l'accord du participe passé. Rappelez-vous la technique de l'ellipse. Il y a ellipse. Parce que station-service, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire station de service ou pour le service. Donc il y a une ellipse des prépositions de ou pour. Ce qui fait que le deuxième nom complète le premier, en fait. Donc là, il y a aussi cette logique de complétion, je dirais. Le deuxième nom qui complète le premier, seulement il y a une ellipse. On n'a pas de, on n'a rien, on n'a pas de préposition, mais seulement cette préposition est sous-entendue. Et il y a justement ellipse. Oui. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc si vous avez des noms comme ça, c'est-à-dire qui comportent un nom plus un autre nom, il faut vérifier, bien sûr, tout d'abord, si le deuxième nom complète le premier ou s'il ne le complète pas. Avant de vérifier que s'il y a un sens spécifique ou générique. Il faut vérifier cela. Il faut vérifier si le deuxième nom complète le premier ou s'il ne le complète pas. Parce que s'il ne le complète pas, ça va être comme pour le tout premier nom. D'accord? Donc, ici, je vais noter cela pour le nom composé station-service. Donc, une station-service, donc des stations-service. Station prend un S, service reste invariable. Donc d'abord, on a la technique de l'ellipse. Donc ellipse donc de ou de pour. Ça dépend de l'interprétation qu'on peut faire de ce nom composé. Donc c'est-à-dire station de service, de ou pour le service. Donc finalement, il y a ellipse de l'une de ces deux prépositions. Et bien sûr, le sens, la logique de sens spécifique et sens générique. Donc station a un sens. Il est de sens spécifique. Mais service, c'est le service en général. Donc c'est un mot de sens générique. Service, il est plutôt de sens générique. Donc pour vérifier le deuxième critère de sens générique spécifique, il faut d'abord, au préalable, que le deuxième nom complète le premier. S'il ne le complète pas, vous ne vérifiez même pas s'il y a ellipse ou s'il n'y a pas ellipse. Donc la toute première chose à vérifier, c'est ça. C'est si le deuxième nom complète le premier. Après, vous passez à l'autre critère. Oui? Oui? Bon, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il faut y avoir, à propos de l'ellipse,
il faut que le deuxième nom se complète le premier, soit de façon directe. C'est clair, on a un mot, un petit mot, une préposition, etc. Ça se voit tout de suite que le deuxième nom complète le premier. Ou alors au moyen d'une ellipse. Je vous donne un autre exemple que j'ai déjà cité, il me semble, quand on a abordé ensemble l'accord du participe passé la toute première fois. Un timbre-poste, rappelez-vous. Timbre-poste, c'est exactement la même logique. Des timbres-postes, timbre S, poste pas de S, parce qu'à la base, c'est des timbres de poste. Timbre, sens spécifique, plusieurs types de timbres, etc. Poste, c'est la poste. C'est une métaphore qui est, oui, si vous voulez aller sur le plan stylistique, rhétorique, chou-fleur, c'est ce que j'ai appelé, rappelez-vous, une catachèse. Vous pouvez si vous voulez le noter, mais bon, même si ce n'est pas primordial, mais c'est une explication à ce que, enfin, c'est une réponse à votre question. Ici, il n'y a pas de rapport. Lorsqu'on dit complète, un nom qui complète un autre, il n'est pas question seulement de sens, c'est un critère grammatical, c'est la grammaire. Parce que si on va dans ce sens-là, tous les noms se compléteraient. Mais, chou-fleur, chou-fleur, c'est une catachèse parce qu'on ne peut pas désigner l'objet autrement que par une métaphore. Ce n'est pas comme pour les métaphores ordinaires. Généralement, pour les métaphores ordinaires, vous avez la métaphore et vous avez ce à quoi elle renvoie dans la réalité. Mais par exemple, chou-fleur, fruits de mer. Des fruits de mer, ce ne sont pas de véritables fruits. C'est une image. Seulement, on ne peut pas désigner l'objet autrement que par une image. Dans ce cas, ça s'appelle plutôt une catachèse. Mais ça, ce que vous dites, ça relève de la rhétorique, du sens, etc. Mais lorsqu'on dit complète un autre, c'est un mécanisme de grammaire. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui? Oui? Catachèse. Oui, une autre bonne remarque. Oui, des fruits de mer. C'est vrai que ici également, on a à la fois la catachèse plus le deuxième nom qui complète le premier. Des fruits de, enfin, ça veut dire de la mer en général. Seulement, pour fruits de mer, d'abord, ce n'est pas considéré comme un nom composé, c'est un nom à part entière. C'est une expression, c'est une locution un peu figée. Et deuxième chose, oui, on peut avoir une catachèse plus le deuxième nom qui complète le premier. On met pour fruits de mer, S à fruits, mais pas à mer. Bien sûr, c'est comme salle de classe. Salle de classe qui n'est pas vraiment un nom composé. Qui n'est pas un nom composé, c'est plutôt une expression, si vous voulez. Puisque vous avez déjà évoqué la question du complément du nom. Vous avez, par exemple, salle, fruits, plus un complément du nom. C'est quoi un complément du nom? C'est lorsque on va bien sûr aborder cela dans le chapitre sur les compléments, les expansions du nom, on va y revenir, mais bon, je profite de votre question. Le complément du nom, c'est lorsque vous avez un nom, c'est très simple, enfin c'est une structure grammaticale qui est très simple. Nom, plus une préposition, plus un autre élément. Par exemple, fruits de mer. De mer, c'est un complément de nom. Faire à repasser, complément du nom. N'est-ce pas? Donc c'est ce qui complète le nom. Mais on ne peut pas vraiment parler de complément du nom dans un nom composé. Parce que ça forme finalement un tout. Il faut que les deux vraiment soient séparés. Un autre critère aussi, ce que les linguistes appellent le critère de permutabilité. Bon, c'est simple aussi, c'est simple. Enfin, il y a des mots un peu, oui, pompeux, mais pour des choses simples. Qu'est-ce que c'est ce critère-là? C'est-à-dire, il n'est pas possible, pour les noms composés en général, de remplacer un nom par un autre nom, ou un mot par un autre mot. Autrement dit, il y a un peu un figement, ce qu'on appelle un figement. Le nom est utilisé tel qu'il est. Par exemple, oui, c'est une question intéressante. On va voir après clair-obscur. On peut dire clair-obscur. Est-ce qu'on peut dire clair-sombre ou clair-noir ou clair? Non. C'est la forme consacrée. Donc il y a un peu ce critère de figement aussi. Que ce soit dans la catachèse ou encore dans les noms composés. Il y a un critère de figement.
ce que les linguistes appellent le critère de non-permutabilité. Non-permutabilité. Bon, est-ce que ça répond à votre question? Oui. Exactement. Oui, oui, on ne peut pas. Parce qu'il y a aussi le critère, je dirais, moi, avec l'année dernière, pardon, avec vos camarades, j'ai profité de l'activité sur les subordonnés, par exemple, pour leur donner une fiche sur le figement, que je peux d'ores et déjà déposer, par exemple, sur Selene, avec tous les critères de figement. Enfin, les linguistes, ils en retiennent d'habitude 6, moi j'ajoute 2. Mais bon, bref, il y a aussi ce critère d'historicité, je dirais. C'est-à-dire, c'est un peu l'évolution de la langue. Pour qu'un nom composé soit reconnu comme nom composé, il faut qu'il appartienne déjà à l'usage. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit reconnu, tout simplement, comme nom composé. Bien sûr, les écrivains, les lettrés, etc., peuvent inventer des noms composés, des mots ce qu'on appelle des mots forgés, ou des néologismes. Des néologismes. Mais après, il reste à voir si ces néologismes vont être reconnus ou non. C'est-à-dire ces mots un peu nouveaux. Par exemple, oui, il y a un mot qu'adorait feu Monsieur Chirac, c'est abracadabrantesque. C'était un néologisme, mais un néologisme au XIXe siècle. C'est, à ma connaissance, c'est Rimbaud, Arthur Rimbaud, le premier qui l'a utilisé. Ce qu'on appelle un néologisme, ou un mot forgé. Oui, d'autres questions peut-être? Oui. Bon, donc voilà pour cette logique d'ellipse. Donc premièrement, il faut d'abord vérifier, bien sûr, pour nom plus nom, si le deuxième nom complète le premier ou si ce n'est pas le cas. Première chose à vérifier. Après, vous passez aux critères de sens générique et sens spécifique. C'est-à-dire, lorsque vous avez un nom, ne dites pas directement sens générique, sens spécifique, s'accorde ou ne s'accorde pas. Non. Vérifiez d'abord si le deuxième nom complète bien le premier ou si ce n'est pas le cas. Voilà, pour ne pas faire d'erreur sur ces accords-là. Bon, j'ai dit aussi que pour station-service, c'est la même logique que pour un autre nom tel que timbre-poste, avec une ellipse de 2. Donc timbre S, poste sans le S, donc ellipse de 2. Des timbres sens spécifique, une seule poste, c'est la poste en général, sens générique. C'est exactement la même logique. Donc les deux noms composés qui suivent méritent aussi des remarques. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu. Nous avons a priori deux noms, le deuxième complète le premier, n'est-ce pas? Tête à tête, pot-au-feu. Nous avons même une petite particule entre les deux. Un petit mot. O, A-U et A, la préposition A. Donc ce qu'on appelle un article contracté, O, parce qu'il est formé par la contraction de A plus le, n'est-ce pas? Plus la préposition A. Oui, je profite pour, vous voyez, rappeler ces choses. Enfin, il faut savoir donner des noms aux choses, aux notions, aux mécanismes, etc. C'est même dans la philosophie, par exemple, la philosophie hindoue, on croit en général qu'il suffit de nommer quelque chose pour que ce quelque chose existe. C'est un peu la magie de la langue, si vous voulez. Oui. Oui, oui, justement, mes remarques vont porter sur tête à tête plus pot-au-feu. Les deux. Vous allez voir, enfin, ce qu'ils ont de particulier, ces noms composés. Qu'on a tendance, c'est vrai, qu'on a tendance à utiliser surtout au singulier. Pour une raison très simple que je vais expliquer. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tête à tête et pot-au-feu. Tête à tête, pot-au-feu. Oui. Tête à tête et pot-au-feu. Comment vous les mettez au pluriel? Oui, concrètement. Oui, désolé, je suis un peu, oui,
un peu direct, enfin un peu trop direct parfois. Un peu terre à terre aussi. Mais bon, il faut partir du plus simple. Comment vous les mettez au pluriel? Pourquoi? Oui, bon, c'est oui, une tête et une tête. Oui, mais regardez, quand on dit tête à tête, même chose d'ailleurs pour face à face. C'est la tête, mais je dirais au sens abstrait. Être en tête à tête avec quelqu'un, ou en tête à tête avec quelque chose, hein, sur le plan métaphorique. C'est un tête à tête, c'est-à-dire une conversation privée, ou lorsque vous voyez quelqu'un en tête à tête, etc. Mais ce n'est pas vraiment la tête. C'est comme affronter, par exemple. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir ces mots sur le plan sémantique. Affronter. Ou alors le mot affront. Affront. Pas affrontement, mais affront. Vous connaissez affront? Affront, hein, le fait d'insulter, enfin d'humilier quelqu'un, etc. Bon, bref, au sens fort, hein, affront. Bref, affront, affronter, tête à tête. Donc derrière cela, il y a quoi? Il y a le sens de tête ou de front qui connote, enfin, pardon, qui connote, qui ont le sens de, qui connote l'honneur, hein, le courage, etc. Par exemple. Donc ici, tête à tête reste invariable, pas de S. On ne met pas de S. Pot-au-feu aussi, je vais m'expliquer. Hein, je vais expliquer pourquoi. C'est vrai qu'a priori, sur le plan grammatical, ça n'a rien de bien particulier. Le deuxième nom complète le premier. Vous avez même des mots, hein, des prépositions. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux noms et les autres? Bon, la différence est la suivante. Je vais noter cela, bien sûr, par la suite. La première différence est que, pour ces deux noms, par exemple tête à tête, ce nom composé vient à la base de ce qu'on appelle une locution adverbiale. Locution adverbiale, c'est quoi? C'est très simple. Une locution, c'est une expression générale. Hein. Locution, ça veut dire expression, tout simplement. Locution. C'est-à-dire, quand vous voyez quelqu'un en tête à tête, par exemple, ça veut dire vous voyez quelqu'un de manière privée, en privé, n'est-ce pas? Donc ça a le sens d'un adverbe. C'est une expression qui a le sens d'un adverbe. Ce qui fait que ce nom composé ne s'accorde pas parce que l'adverbe ne s'accorde pas. C'est comme tout à coup, par exemple, qui est une locution adverbiale. Première explication. Deuxième explication possible. Pour tête à tête, face à face, pot au feu, ça marche avec tous ces noms composés, c'est que on ne met pas de S pour des raisons, tout simplement, ce qu'on appelle des raisons d'euphonie. Euphonie. Phonie. E-U-P-H-O-N-I-E. Bon, c'est quoi l'euphonie? Encore un mécanisme très simple avec un nom un peu compliqué. L'euphonie, c'est lorsque on modifie un mot pour des raisons de prononciation. Pour faciliter, par exemple, la prononciation. Euphonie. L'adjectif, c'est euphonique. Bon, je m'explique. Il serait quand même un peu lourd de mettre un S à tête. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire têtes à tête. Pose au feu. Non, personne ne dit ça. Tout le monde dit pot au feu. Tout le monde dit tête à tête. Tout le monde dit face à face. On est d'accord sur ça. Personne ne viendrait dire face à face, par exemple. Trop lourd. Peut-être dans la poésie, ce n'est pas aussi lourd que ça, parce qu'il y a les enjambements, il y a les syllabes, la logique des syllabes, mais bon, dans le langage ordinaire, ça serait considéré comme un peu lourd. Donc, je vous donne un autre exemple d'euphonie aussi, pour bien vous expliquer ce mécanisme. Par exemple, pour tous les verbes en français, tous les verbes du premier groupe, sans exception. Parler, chanter, aimer, etc. Bon, si vous les mettez à l'impératif, par exemple, le verbe, bon, on va prendre le verbe type vraiment, aimer. Comment vous le mettez à l'impératif? Bon, tu, nous, vous, bien sûr. Aime, aimant, aimer. Bon, c'est aime qui m'intéresse. Est-ce que aime, comment on l'écrit aime, tout simplement? A-I-M. Oui, beaucoup font l'erreur de mettre un S. Le S, ce n'est pas dans le présent de l'impératif, c'est dans le présent de l'indicatif, ou le présent simple. Tu aimes. Bon, pourquoi je vous dis ça? Si vous mettez par exemple un verbe du premier groupe tel que parler,
par exemple. Vous le mettez à l'impératif, plus vous ajoutez un en. Comment vous allez écrire? Est-ce que vous allez écrire par le en? Non. Comment vous l'écrivez? Par le en. D'où vient ce S? D'où est-ce qu'il sort ce S? C'est l'euphonie. On a ajouté une lettre pour assurer la liaison. Donc l'euphonie, ça consiste soit à ajouter des choses, des lettres, etc., soit à en retrancher, soit à supprimer des lettres parfois. Comme ici, on a supprimé le S, parfois on peut l'ajouter aussi. Donc parle-en, hein, c'est la forme correcte bien sûr. Ce S, ce n'est pas la désinence, pardon, j'utilise beaucoup de mots un peu, ce n'est pas la terminaison, ce n'est pas la désinence, la terminaison du verbe. On l'ajoute pour assurer juste la liaison. C'est ça le mécanisme d'euphonie. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Oui, vous allez voir, c'est important ce bagage théorique, donc ça va beaucoup vous aider par la suite. Hein. Autant pour la grammaire que pour la littérature, enfin proprement dite. Hein. Parce que je ne suis pas grammairien à la base, hein. Je suis enfin un lettré comme vous. Donc bon, bref, mais c'est bien de connaître ces mécanismes. Un littéraire, c'est quelqu'un qui se sert de toutes les approches qu'il peut maîtriser. C'est-à-dire aussi bien la linguistique, la grammaire, etc., que la psychologie, que la philosophie, que l'histoire. Il faut vraiment enfin qu'on enrichisse notre culture, c'est-à-dire tout le temps, c'est-à-dire qu'on se serve de toutes les approches possibles. C'est très important ça. Donc bon, pour tête à tête et pot-au-feu, donc bon, je vais peut-être effacer les deux premiers. Oui, bien sûr, réfléchissez aussi un peu, cogitez un peu si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que ça va tous nous enrichir. Donc, je disais, un tête-à-tête. Donc, des tête-à-tête, ici, donc on a quand même un cas un peu particulier. Donc, invariable, explication. Enfin, il y a deux explications qui sont possibles ici. Même si moi, je pencherais plutôt pour l'explication de l'euphonie. Mais bon, les deux sont possibles. Oui, après, lors du contrôle, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre toutes les explications possibles. Hein. Une seule explication suffit. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout me mettre. Enfin, on va discuter de cela le moment venu. Hein. Donc, oui, parce que mon rôle n'est pas de vous rendre la vie un peu, oui, de vous compliquer la vie. Enfin, elle est déjà assez compliquée comme ça. Mais bon, c'est, oui, beaucoup de ce que j'écris, etc., c'est aussi pour vous, pour votre culture. Hein. Oui, il ne faut pas toujours penser seulement aux examens, aux notes, au contrôle. Enfin, c'est rien, ça. Enfin, ce n'est pas rien, mais bon, il faut pas penser seulement à ces évaluations qui sont accidentelles et aléatoires finalement. Donc des tête-à-tête, invariables, deux explications possibles. Donc le nom vient à la base d'une locution adverbiale, c'est-à-dire une expression avec le sens d'un adverbe. Expression au sens adverbial, au sens d'un adverbe. Comme par exemple tout à coup, hein, c'est une locution adverbiale. Donc bien sûr l'adverbe ne s'accorde pas. On a calqué un peu la sémantique sur la grammaire et tête-à-tête ne prend pas de S. Deuxième explication possible, c'est l'explication de l'euphonie. Hein. Donc l'euphonie, euphonie, E-U-P-H-O-N-I-E, E-U-P-H-O-N-I-E. Donc l'euphonie, c'est-à-dire le S a été supprimé. Donc pour assurer tout simplement une liaison plus fluide. Voilà, si on veut formuler la chose hein, comme ça, pour assurer une liaison plus fluide. Donc voilà, locution adverbiale, expression au sens adverbial, au sens d'un adverbe. L'euphonie, le S a été supprimé pour assurer une liaison plus fluide. C'est comme par exemple pour parle-en. Hein.
ce S qu'on ajoute hein, pour assurer la liaison. Parfois aussi on supprime hein, quelque chose, comme ici. Donc, oui, même chose, bien sûr, pour pot-au-feu et pour des noms tels que face à face, hein, par exemple. Pot-au-feu, face à face, obéissent à la même logique. Pot-au-feu, face à face, pardon, face à face, etc. Oui, ok, j'espère que c'est bien clair pour vous. Donc, observez un peu les deux noms qui restent. Bon, il n'y a pas vraiment d'exception ici, sauf que, enfin, le dernier en particulier mérite une petite remarque, mais rien de vraiment particulier. Un auteur-compositeur et un aller-retour, un aller-retour. Oui? Donc, on commence par le premier, oui. Oui, il est auteur et compositeur. Donc, c'est vrai, bon, c'est vrai qu'on peut dire que parfois l'ellipse de et ascendette, l'ascendette. Mais bon, est-ce que le deuxième nom complète le premier? Ces deux noms qui ne se complètent pas. Donc, qu'est-ce que ça va entraîner au niveau de l'accord? Les deux s'accordent, sans problème. Voilà, donc vous faites comme a fait votre camarade, c'est-à-dire première chose à vérifier, c'est si le deuxième nom complète le premier ou si ce n'est pas le cas. Ici, ce n'est pas le cas, donc les deux noms s'accordent. On n'a même pas à poser la question s'il y a un mot de sens spécifique ou de sens générique. Voilà. Et pour aller-retour, aller-retour, donc quelle est la remarque qu'on peut faire ici? Oui? Oui, aller à la base, c'est un verbe à l'infinitif. Alors que moi, j'ai mis quoi? J'ai mis non plus non. Ça peut sembler un peu paradoxal, ça ne l'est pas. Rappelez-vous le mécanisme, ce qu'on appelle le mécanisme de la dérivation impropre, que j'ai déjà abordé dans l'accord du participe passé. Lorsqu'on utilise un mot dans une classe grammaticale qui n'est pas sa classe initiale. Rappelez-vous par exemple un souvenir des souvenirs. Ça vient du verbe se souvenir. Donc c'est à la base, c'est un verbe mais qui est utilisé comme nom. Ce qu'on appelle un verbe substantivé. Oui, hein, désolé, les grammairiens ont des mots un peu pompeux pour tout, mais finalement c'est simple. Oui, mais ces mots, il faut les connaître. Hein, c'est bon. Bref, c'est bien sûr, c'était, on va dire, un verbe, mais qui est ici utilisé comme nom, dérivation impropre, pas de rapport vraiment de. Enfin, le deuxième nom ne complète pas le premier, les deux noms s'accordent normalement. Allez, on l'utilise d'ailleurs à la forme simple, pas seulement à la forme composée. On dit bien des allées simples, par exemple. Un aller, des allées, ça prend un S. Pour la même raison, parce que c'est une dérivation impropre. D'accord? Donc oui, j'ai déjà noté cela. Je vais peut-être poster un petit quelque chose, enfin, sur la dérivation impropre. Donc bon, en tout cas, là, ce qu'il faut retenir, c'est que, donc, oui, des sauts de loup. Bon, j'efface des sauts de loup. Pour auteur-compositeur, aussi bien que pour aller simple, c'est la même logique, mais aller simple mérite quand même cette remarque sur la dérivation impropre. Donc, un auteur. Compositeur. Donc, ici, on note comme pour chou-fleur, hein, c'est qu'on note que le deuxième nom ne complète pas le premier. Le deuxième nom ne complète pas le premier. Ne complète pas le premier. Donc les deux noms s'accordent normalement. Des auteurs, S, compositeur S, S partout. Donc même chose pour aller-retour.
La petite remarque sur aller-retour, c'est que aller, c'est un verbe utilisé comme nom, ou ce qu'on appelle un verbe substantivé. Le substantif, hein, c'est le nom, hein, dans le langage des grammairiens. Substantif. Parce que ça indique en quelque sorte une substance. Hein. Il y a un très joli paragraphe de... Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça ou non. Un très joli paragraphe de Baudelaire dans Les paradis artificiels, que vous connaissez peut-être, dans ce fameux poème, hein, le poème du hashish. Ça s'intitule comme ça. Donc oui, il a écrit un livre sur les drogues, etc., l'opium, le hashish, qui était enfin vraiment à la mode au 19e siècle. L'opium, on pouvait l'acheter à la pharmacie. Hein. Oui, bon, bref, ce n'est pas la question. Oui, dans ce paragraphe, Baudelaire décrit poétiquement les classes de mots. Le substantif, l'adjectif, et c'est très intéressant. Oui, je vous chercherai ce paragraphe. En tout cas, c'est dans Les paradis artificiels, ce petit livre très intéressant, dans lequel d'ailleurs Baudelaire, qui était un grand traducteur aussi, hein, aussi grand traducteur que grand poète, dans lequel Baudelaire traduit l'œuvre de Thomas de Quincey, un opium eater, donc le mangeur d'opium. Il l'a traduite en français, il a aussi traduit les poèmes d'Edgar Allan Poe. Ah oui, c'était un excellent traducteur, hein, Baudelaire. D'ailleurs, vous avez ces traductions, les traductions de Baudelaire à la collection de la Pléiade, à la bibliothèque, vous l'avez. Hein. Oui, c'est dans la collection de la Pléiade. Les traductions de Baudelaire. Victor Hugo aussi, hein, ça donnait à la traduction. Il a traduit notamment Shakespeare. Oui, enfin, la traduction a connu un véritable essor hein, au XIXe siècle, et c'est toujours très intéressant, vraiment très intéressant, de voir comment un écrivain traduit un autre écrivain. Ah oui, ça c'est d'une importance, parce que quand Victor Hugo traduit Shakespeare, on va avoir dans Shakespeare le style un peu de Victor Hugo. Quand Baudelaire traduit Edgar Allan Poe, on va avoir dans Edgar Allan Poe le style de Baudelaire. C'est ça, enfin, l'intérêt est là aussi. Ce n'est pas une traduction enfin, savante, etc. C'est une traduction poétique, assez libre. Et moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Donc bon, pour en revenir à ce qu'on disait, donc pour aller-retour. Aller-retour, donc où est-ce qu'il est passé? Oui. Donc aller-retour, S partout aussi. On notera aussi on notera que aller, c'est une dérivation impropre. Dérivation impropre. Puisqu'il s'agit d'un verbe qui est utilisé comme nom ou verbe substantivé. Le substantif. Verbe substantivé. Utilisé comme nom. Oui, je posterai l'extrait de Baudelaire sur les classes de mots. Très poétique. Donc, dérivation impropre, verbe substantivé ou employé comme nom, donc, qui s'accorde normalement comme si c'était un nom, parce que c'est un nom. Oui, des remarques, peut-être des questions, avant que de passer à la classe de mots suivante. Non? Pas de remarques. D'accord. On va poursuivre avec la combinaison de classes grammaticales suivantes, c'est-à-dire nom plus adjectif ou adjectif plus nom. Soit le nom est en première position, alors l'adjectif. Donc, bon, je suppose que vous avez tous fini de prendre note. La classe suivante, ça sera nom plus adjectif ou bien adjectif plus nom. Classe de mots suivante, nom plus adjectif ou bien adjectif plus nom. Alors, observez un peu les premiers noms. Les premiers noms composés, bien entendu. Et dites-moi ce que vous en pensez.
Alors, un beau-frère, une plate-bande. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, bien sûr, par rapport aux accords? Bon, bien entendu, là, on passe à une autre combinaison de mots, donc les règles qu'on a vues pour le nom plus nom, on ne va pas les appliquer pour les autres, nécessairement pour les autres classes grammaticales. Alors, quand on a cette combinaison de classes grammaticales, bon, je vais être assez direct parce que c'est fort simple en vérité. Nom plus adjectif ou adjectif plus nom, les deux mots s'accordent, toujours. Pourquoi? Bon, il y a le pourquoi de la chose aussi. Bon, vous pouvez justifier simplement en disant que la classe c'est nom plus adjectif ou adjectif plus nom. Mais moi, je vous explique pourquoi. C'est parce que vous avez un nom, tout simplement, qui est qualifié par un adjectif, ou un adjectif qui qualifie un nom. Donc, finalement, les deux noms sont liés par le rapport nom plus adjectif. Donc, finalement, les deux mots s'accordent, sans problème. Mais il suffit de justifier, bien entendu, en disant que, voilà, nom plus adjectif, c'est-à-dire les deux mots s'accordent. Il suffit de justifier ici par la classe grammaticale. Vous n'avez pas besoin forcément d'aller plus loin. Donc, tous ces noms, autrement dit, beau-frère, XS, plate-bande, coffre-fort, cerf-volant, sol pleureur, court-métrage, S partout. Bon, une toute petite remarque pour cerf-volant. Cerf-volant, donc volant ici, est bien sûr un participe présent, mais qui est utilisé comme adjectif. N'est-ce pas? Donc, rappelez-vous, j'ai déjà évoqué cette question. J'ai posté aussi un court extrait sur ça, sur Célène. Donc, volant, juste, est un participe présent, mais utilisé comme adjectif. Parce qu'on va voir, par exemple, d'autres combinaisons de mots avec d'autres valeurs du participe présent. Donc, en tout cas, ici, la règle, elle est très simple. Nom plus adjectif, adjectif plus nom. Donc, les deux éléments s'accordent. Autrement dit, les deux éléments prennent la marque du pluriel, s'accordent, parce que, enfin, c'est très simple, on a un adjectif qui qualifie un nom. Donc, les deux mots s'accordent normalement. Donc là, tous ces mots s'accordent. Donc ça donne bien sûr beau-frère, XS. Après, c'est quoi? Plate-bande, coffre-fort, cerf-volant, plate-bande. SS, coffre-fort aussi. Donc, adjectif non, ou alors non adjectif, c'est la même chose. Et sol pleureur, cerf-volant, sol pleureur, court-métrage. Donc, cerf-volant, oui, au passage, cerf-volant, c'est une catachèse aussi. Comme fruit de mer, comme chou-fleur, parce que ce n'est pas un cerf qui vole, c'est une image. Seulement, il n'y a pas d'autre façon de désigner cet objet autrement que par une image, par une métaphore. Un autre exemple encore de catachèse, si vous voulez. Donc, cerf-volant, SS, après c'est sol pleureur, c'est ça? Sol pleureur, SS aussi. Et finalement, court-métrage également. Donc, les courts-métrages, SS. Oui, donc comme je l'ai dit à vos camarades, donc le sol pleureur, c'était le symbole de quoi? C'était un symbole très répandu dans le courant littéraire du romantisme. D'ailleurs, Flaubert se moque de ça, à la fois dans Madame Bovary. Il y a beaucoup de symboles du romantisme qui sont tournés en dérision dans ce roman, par exemple, dans l'éducation sentimentale aussi, etc. Donc, et si vous ouvrez, par exemple, le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, qui est un livre vraiment très amusant, vous trouvez la définition de sol pleureur, deux points, symbole obligé de la tristesse. Donc Flaubert se moque en fait des clichés du romantisme. Mais tout l'art de Flaubert consiste peut-être à faire du cliché, à donner de la vitalité au cliché, à s'en servir, mais artistiquement. Il se sert du cliché contre le cliché. Bref, donc voilà, là il y a accord pour nom plus adjectif, adjectif plus nom. La classe suivante c'est adjectif plus un autre adjectif. Donc en quelque sorte, il y a, si on veut, une dérivation impropre puisque ça forme un nom.
Mais bon, ça ne compte pas vraiment pour l'accord. Vous avez clair-obscur et sourd-muet. Sourd-muet qui a cette petite particularité, hein, qu'on peut le mettre au féminin aussi. On peut dire un sourd-muet, une sourde muette, n'est-ce pas? Mais ça, c'est relatif vraiment aux usages de la société. C'est pour ne pas désigner ces personnes de façon un peu anonyme, hein. C'est pour humaniser ces personnes, dire un sourd-muet, une sourde muette, hein. Donc parfois, on peut avoir le féminin et le masculin, mais pas toujours, bien sûr. Donc alors, quand on a adjectif plus adjectif, vous auriez tendance à faire quoi en mettant au pluriel? Oui? S partout. Donc S ou X, ça dépend bien sûr. Donc la marque du pluriel, partout. Adjectif plus adjectif, donc les deux s'accordent aussi. Parce que justement, ce sont des adjectifs qui sont a priori des classes grammaticales de mots variables, hein, en genre et ou en nombre, hein. Donc adjectif plus adjectif, rien à signaler vraiment. Des clair-obscur, donc clair S, obscur S également. Donc bien sûr la technique picturale, hein, du clair-obscur. Donc Rembrandt, c'était vraiment un maître du clair-obscur, hein. C'est lui qui a popularisé en quelque sorte cette technique, hein, qui a fait évoluer cette technique du clair-obscur, hein. Rembrandt, l'école hollandaise. Donc des clairs-obscurs SS, un sourd-muet ou une sourde-muette, S partout aussi, hein. Donc des sourds-muets, ou des sourdes-muettes, SS, sans problème. Donc là, voilà, c'est bien simple. Adjectif plus adjectif, donc les deux éléments aussi s'accordent. Les deux éléments s'accordent toujours, il n'y a pas d'exception possible. Oui, moi je dirais que les exceptions, c'est principalement pour les deux classes de mots, nom plus nom et verbe plus nom. Pour les autres classes de mots, il y a toujours la même façon de s'accorder. Ça ne veut pas dire que les mots s'accordent toujours, mais ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'exception, hein. Que les accords suivent toujours une seule règle. Voilà. Oui, donc justement, la classe suivante, celle de verbe plus nom, mérite des remarques, hein. C'est pour ça qu'avant que de partir, je voulais, enfin, ce n'est pas vraiment possible de faire tout en une seule fois, mais au moins on voit les cas problématiques. Parce que les autres, vraiment, ne font pas poser beaucoup de questions. Bon, pour verbe plus nom, on va commencer par les deux premiers, hein. Chasse-neige et tire-bouchon, qui sont des noms très courants, bien sûr, comme d'habitude. Donc, verbe plus nom, toujours dans cet ordre, hein. Toujours dans cet ordre. Le verbe d'abord, après le nom. Et quand on dit verbe ici, c'est habituellement un verbe conjugué. Voilà, à retenir aussi. Et habituellement également au présent simple, hein, au présent de l'indicatif. Donc, verbe plus nom. Le verbe en position 1, le nom en position 2, le verbe est d'habitude un verbe conjugué, qu'il est généralement au présent simple, pardon. Donc, observez un peu les deux noms, chasse-neige et tire-bouchon. Il y a une différence entre les deux au niveau du sens et bien sûr par rapport à l'accord. Donc c'est justement à ce niveau-là qu'on va évoquer ce conflit en quelque sorte entre l'orthographe traditionnelle et l'orthographe dite rectifiée d'après 1990. Parce qu'en 1990, comme vous le savez peut-être, il y a eu une espèce de réforme, hein, de la langue française, et spécialement de l'orthographe. Donc on va parler de cela justement à propos de cette combinaison de mots. Bon alors, chasse-neige, comment vous le mettez au pluriel? Ces deux noms vont nous permettre justement de formuler la règle, hein. Oui? Alors, chasse-neige.
et pas neige. Chasse, c'est quoi d'abord? C'est le verbe, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui chasse la neige, n'est-ce pas? Bon, le verbe, il reste toujours invariable. Il ne prend pas de S. Il reste toujours invariable pour qu'il reste un verbe, justement. Parce que c'est un sens, encore une fois, qui est un peu générique, c'est-à-dire chasse la neige, qui chasse la neige. Donc, pour que le verbe reste un verbe, on ne l'accorde pas. Donc, dans tous les cas. Donc, la question va porter surtout sur le nom, qui vient après le verbe. Bon, alors neige. On revient à cette règle, oui, pardon, oui. Tout à fait. On revient à cette règle de sens spécifique, sens générique, encore une fois. Donc, chasse-neige, c'est ce qui chasse la neige en général. Donc, chasse-neige au pluriel reste invariable. Bon, il y a quand même une remarque qu'on doit faire ici, c'est que ça, c'est l'accord de l'orthographe traditionnelle. Il existe un autre accord de l'orthographe dite rectifiée de 1990 qui consiste à mettre un S à neige. Ils ont fait ça pour simplifier en quelque sorte. Donc, mais l'accord que je considère personnellement comme le plus pertinent, c'est cela, qui suit la règle des noms à sens générique ou à sens spécifique. Bon, après, la question que vous allez poser certainement, c'est est-ce que nous devons mettre lors du contrôle chasse-neige avec l'orthographe de 1990 ou l'orthographe traditionnelle? Vous mettez l'un des deux accords, s'il est correct, je l'accepte. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous les accords possibles. Vous choisissez l'accord que vous voulez, à condition qu'il soit correct, d'accord, et que vous puissiez le justifier. C'est-à-dire, si vous choisissez l'orthographe de 1990, il faut bien préciser que, bien que le nom ait un sens générique, c'est l'orthographe qui est adoptée par la réforme de 1990, etc. Si vous choisissez l'accord classique, vous justifiez en disant que, voilà, chasse c'est un verbe, neige, comme a dit votre camarade, c'est un nom à sens générique qui ne s'accorde pas. Bon, maintenant, pour le nom composé suivant, tire-bouchon, c'est quand même différent. On a un verbe, certes, qui va rester invariable, c'est tire, tirer. Qu'est-ce qu'on fait du nom qui le suit? Est-ce qu'il est de sens générique ou spécifique? Spécifique. Donc là, lorsque le nom a un sens spécifique, il n'y a même pas de différence entre l'orthographe traditionnelle et celle de 1990. Ça prend toujours un S. Donc le problème se pose surtout pour les noms à sens générique. Mais lorsque le nom a un sens spécifique, tire-bouchon, enfin ça ne permet pas de tirer qu'un seul bouchon, hein, c'est un nom à sens spécifique qui prend toujours un S. Le nom à sens générique, si vous mettez un S, c'est que vous adoptez l'approche de la grammaire, pardon, de l'orthographe rectifiée de 1990. Si vous ne mettez pas de S, c'est correct aussi, mais c'est l'orthographe traditionnelle. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Je note cela. Donc pour la règle d'abord, la règle avant les exemples, donc la règle, donc le verbe. Le verbe est toujours invariable. Il ne s'accorde jamais. Il est toujours invariable. Il ne prend pas de S. Le verbe qui est toujours le premier élément. Donc c'est l'élément 1. Pour le nom maintenant, si le nom est de sens générique, il ne s'accorde pas, ça c'est selon l'orthographe traditionnelle, donc de sens générique, il ne s'accorde pas. Donc orthographe traditionnelle. Orthographe traditionnelle. Donc si le nom est de sens générique, il ne s'accorde pas, suivant l'orthographe traditionnelle. Donc, il peut quand même s'accorder, donc d'après l'orthographe de 1990, donc qui met un S. Maintenant, si le nom est de sens spécifique, il prend toujours un S. Il s'accorde dans tous les cas. Que ce soit l'orthographe traditionnelle, l'orthographe de 1990, peu importe. Donc, là, plus, si le nom est de sens spécifique,
il s'accorde, hein, il prend la marque du pluriel. Il s'accorde, hein, peu importe l'orthographe, hein, l'approche orthographique. Donc le verbe est toujours invariable. Le nom qui est l'élément 2. Donc si les deux sens génériques ne s'accordent pas, suivant l'orthographe classique, l'orthographe de 1990 met un S. Si le nom maintenant est de sens spécifique, il prend toujours un S. Il s'accorde dans tous les cas. Voilà. Donc suivant cette règle, vous avez pour chasse-neige 2 accords possibles. L'accord classique, c'est chasse-neige invariable, 1990 S à neige. Neige est un mot de sens générique, c'est la neige, hein, en général. Donc, des chasse-neige, donc verbe, nom à sens générique. Et vous avez l'accord de 1990. C'est pour ça que si vous ouvrez un dictionnaire d'avant 1990, vous allez trouver un seul accord, c'est ça. Si vous ouvrez un dictionnaire d'après 1990, vous allez trouver 2 accords. Donc voilà, des chasse-neige, verbe, donc nom à sens générique, plus donc l'orthographe de 1990, avec un S à neige. Pour l'autre nom, hein, en revanche, pour tire-bouchon, donc bouchon prend toujours un S. Parce que c'est un nom à sens spécifique. Donc des tire-bouchons. Tire ne s'accorde pas, c'est le verbe. Bouchon, c'est un nom à sens spécifique qui s'accorde. Bon, voilà ce qu'il faut retenir principalement sur cette classe de mots, qui avec la classe du nom plus nom est la classe qui mérite quelques réflexions. Oui? 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 Oui, mais ça, si vous voulez vraiment, enfin, philosopher un peu là-dessus, mais regardez, l'objet en tant que tel, hein, tire-bouchon. Bon, a priori, ça ne permet pas justement de tirer un seul bouchon. Même chose d'ailleurs pour l'exemple suivant, par exemple, allume-cigare. Hein, donc ici, le mot a un sens en lui-même, a un sens spécifique. Mais neige, c'est la neige en général. Ça aussi, lorsqu'on dit générique spécifique, c'est strictement sémantique, c'est le sens. D'accord? Mais peu importe, c'est-à-dire, il ne s'agit pas toujours de visualiser l'objet. L'objet en tant que tel. Il suffit parfois de se concentrer sur le nom. De voir si le nom en lui-même, hein, essentiellement en lui-même, est un nom à sens spécifique ou générique. Mais on n'est pas toujours obligé, c'est-à-dire de visualiser l'objet. Hein, parce que ça peut justement générer des erreurs, oui. D'accord? Même si, oui, qu'un seul bouchon à la fois ou qu'un seul, ça ne change rien parce que, enfin, c'est conçu, cet objet est conçu pour tirer plusieurs bouchons, etc. C'est comme allume-cigare, il est conçu pour allumer pas qu'un seul cigare ou cigarette, mais plusieurs. Donc voilà, suivant cette même règle, l'accord des mots suivants va se faire donc en fonction du sens du nom, hein, s'il est de sens générique ou spécifique. Bon, je vous laisse peut-être vous exercer un peu là-dessus. Je ne vais pas poster les corrigés tout de suite les corrigés de ces exercices tout de suite sur Selene. J'attendrai d'abord que tout le monde les ait fait ces exercices. Mais de votre côté, vous pouvez d'ores et déjà vous exercer, hein, suivant ces règles. Oui. Donc je pense que ça va être tout pour aujourd'hui.